quelque part dans l'est de Cuba, dans les collines aux abords d'une ville appelée Rafael Freire, une locomotive de type Consolidation Baldwin 280, construite en 1907, continuait de tracter des wagons chargés de canne à sucre à travers la campagne, bien avant dans le XXIe siècle. Le même agencement de roues, la même conception de chaudière, les mêmes freins à vapeur manuels qu'un ingénieur de Philadelphie aurait reconnu 100 ans plus tôt. Et il ne s'agissait pas d'une pièce de musée sortie pour des occasions spéciales. C'était une locomotive de fret en activité, accomplissant exactement le travail pour lequel elle avait été construite, sur des voies qui n'avaient pas été remplacées depuis les années 1880. Alors comment un pays situé à 145 km des côtes de la Floride a-t-il fini par exploiter des locomotives à vapeur de fabrication américaine des décennies après que le reste du monde était passé au diesel et à l'électricité? La réponse ne commence pas au XXe siècle, mais en 1837. Elle commence avec le sucre. Cuba fut l'un des premiers endroits au monde à construire un chemin de fer. Le 19 novembre 1837, la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana inaugura une ligne de 27 km reliant La Havane à la ville de Béjucal. Cela fit de Cuba le 7e pays au monde à exploiter un chemin de fer à vapeur, après l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique et la Russie. L'Espagne, puissance coloniale de Cuba à l'époque, ne possédait pas un seul chemin de fer. La colonie avait devancé l'Empire sur les rails de plus d'une décennie, et la raison n'était pas le transport de passagers, c'était la canne à sucre. Cuba était un producteur de sucre dominant, et acheminer la canne fraîchement coupée au moulin suffisamment vite était un problème constant. Les routes étaient emportées par les pluies pendant la saison humide. Les charrettes à bœuf avançaient au pas, et la canne à sucre perd sa teneur en sucre en quelques jours après la coupe. Chaque heure de retard signifiait donc une perte de revenus. Le chemin de fer résolut tous ces problèmes. Mais ce qui se passa ensuite alla bien au-delà de la résolution d'un problème de transport. En l'espace d'un an, la ligne s'étendit plus au sud, jusqu'à Queens. Dans les années 1840, de nouvelles lignes reliaient les régions productrices de sucre aux villes portuaires à travers l'île. En 1870, alors que la majeure partie de l'Amérique latine commençait à peine à poser des rails, Cuba disposait déjà de plus de 1100 km de chemin de fer en exploitation. La croissance ne ralentit pas. À mesure que les investissements américains affluaient dans l'industrie sucrière cubaine à la fin des années 1800 et au début des années 1900, les chemins de fer s'étendaient en parallèle. Les compagnies sucrières construisirent leur propre réseau privé à voie étroite, tissant des lignes à travers les champs de canne et sur les flancs de collines pour relier des points de chargement isolés aux moulins. Les écartements de voies variaient considérablement. Certains moulins fonctionnaient sur un écartement de 762 mm, d'autres utilisaient des voies de 762 ou 914 mm. Les lignes à écartement standard transportaient le sucre raffiné vers les ports. Il n'y avait aucune standardisation, car chaque moulin était essentiellement son propre petit royaume ferroviaire, construit pour servir un seul objectif et une seule récolte. En 1958, Cuba possédait plus de kilomètres de voies ferrées par kilomètre carré que n'importe quel autre pays au monde. Et ce n'est pas une erreur d'impression. Plus par kilomètre carré que l'Amérique ou la Grande-Bretagne. Le tout porté par le sucre. Mais voici le détail que tout le monde a manqué à l'époque. Cette densité ferroviaire extraordinaire signifiait aussi une dépendance extraordinaire. Quand les vents politiques tourneraient, Cuba ne perdrait pas simplement quelques lignes de train. Il perdrait les locomotives, le matériel roulant, les outils d'atelier et la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées qui maintenait en marche tout un réseau industriel. Et, presque toutes les locomotives venaient du même endroit, des usines américaines. Les ateliers de locomotives Baldwin à Philadelphie et la compagnie américaine de locomotives, connue sous le nom d'Alco, expédièrent des centaines de machines à vapeur vers Cuba entre les années 1890 et les années 1920. C'étaient des machines robustes et pratiques, des types consolidation avec 8 roues motrices et un bogie avant à 2 roues, plus des mogols, des locomotives à réservoir en selle et de petites machines de manœuvre conçues pour les courbes serrées et les pentes raides des chemins de fer de plantation à voie étroite. Elles brûlaient du charbon ou du pétrole, et elles étaient construites pour durer. Les plus petites pouvaient tracter une douzaine de wagons de canne chargés. Les plus grosses
assuraient le service sur les lignes principales entre les moulins et les ports. Chaque moulin à sucre exploitait sa propre flotte, parfois jusqu'à 10 ou 15 locomotives, assurant un service quotidien pendant la zafra, la saison de récolte annuelle, qui s'étendait généralement de fin décembre à mai. Ce qui vient ensuite est la partie qui continue de déconcerter la plupart des historiens du chemin de fer. L'un des exemples les plus frappants de la portée industrielle américaine à Cuba vint d'une source inattendue. En 1916, Milton Hershey, le magnat du chocolat de Pennsylvanie, commença à acheter des plantations de sucre sur l'île. Il voulait contrôler son propre approvisionnement en sucre et se passer de l'American Sugar Refining Company, qui détenait un quasi-monopole sur le raffinage du sucre aux États-Unis. Hershey finit par construire 5 plantations de sucre, 5 moulins, une raffinerie, plusieurs villes d'entreprise et une centrale électrique au fioul. Il construisit aussi un chemin de fer. Le chemin de fer Hershey-Cuba commença comme une ligne à écartement standard de 56 km, exploitant 7 locomotives à vapeur, mais Hershey trouva la vapeur trop coûteuse pour l'exploitation. Alors, dès 1920, il commença à électrifier la ligne, en faisant le premier chemin de fer électrifié de Cuba. Ce chemin de fer existe encore aujourd'hui comme service de banlieue entre La Havane et Matanzas, utilisant une partie de son équipement d'origine plus d'un siècle plus tard. Pendant des décennies, cet arrangement fonctionna. Le capital américain et les machines américaines faisaient tourner l'industrie sucrière de Cuba. La flotte de locomotives de l'île vieillissait, mais elles étaient entretenues, réparées et maintenues en service avec des pièces expédiées directement depuis les usines Baldwin et Alco. Il n'y avait aucune urgence à les remplacer. La technologie vapeur était simple, éprouvée, et les machines faisaient leur travail. Une consolidation Baldwin bien entretenue pouvait fonctionner 50 ans sans reconstruction majeure. Dans le climat tropical de Cuba, avec l'air salin des Caraïbes et une utilisation quotidienne intensive pendant chaque saison de récolte, les chaudières nécessitaient une attention régulière, mais l'ingénierie de base était solide. Ce n'étaient pas des machines délicates. C'étaient des outils industriels conçus pour encaisser les coûts. Certains des moulins les plus progressistes commencèrent à passer au diesel dans les années 1950. Quelques-uns acquirent des locotracteurs diesel électriques pour compléter leur flotte à vapeur, mais la grande majorité des chemins de fer de plantation reposaient toujours sur les mêmes locomotives à vapeur de fabrication américaine qu'ils exploitaient depuis des décennies. Puis, le 1er janvier 1959, tout changea. La révolution de Fidel Castro renversa le gouvernement de Batista, et en quelques mois, Cuba nationalisa des milliards de dollars de propriété américaine, y compris les plantations sucrières et leurs chemins de fer. Les réseaux ferroviaires privés furent intégrés dans un système étatique. Le ministère du Sucre, connu sous le nom de MINAS, prit le contrôle des chemins de fer de plantation. Les moulins appartenant à des Américains, qui avaient été exploités comme entreprises privées pendant un demi-siècle, devinrent soudainement des opérations gouvernementales. Et puis vint l'embargo. Ce qui se passa ensuite transforma le réseau ferroviaire cubain en quelque chose sans précédent dans le monde moderne. En 1962, le président Kennedy signa le décret exécutif qui imposa un embargo économique total sur Cuba. L'effet sur l'infrastructure de transport du pays fut immédiat et dévastateur. Chaque locomotive, chaque wagon, chaque pièce de machinerie qui avait été construite en Amérique fut soudainement coupée de sa chaîne d'approvisionnement. Du jour au lendemain, le flux de pièces se tarit. Les composants de remplacement disparurent de la chaîne d'approvisionnement, et le soutien technique des fabricants américains cessa entièrement. Cuba se retrouva avec toute une économie industrielle bâtie sur des machines américaines, et aucun moyen légal de les entretenir. Ce que Cuba fit ensuite devint connu sous le nom de la bataille des pièces détachées. Ce n'était pas une campagne militaire. C'était un effort national d'improvisation et d'ingéniosité. Des ouvriers d'usine, des mécaniciens de chemin de fer et des opérateurs d'ateliers d'usinage, à travers tout le pays, commencèrent à reproduire par rétro-ingénierie l'équipement américain qu'ils ne pouvaient plus acheter. Dans un cas documenté, des techniciens ferroviaires dans un atelier de La Havane trouvèrent comment reproduire un tuyau d'échappement coûteux pour une locomotive de fabrication américaine en utilisant un tuyau beaucoup moins cher d'origine locale.
Un composant qui aurait coûté 20 000 pesos à importer d'une fonderie de Philadelphie fut remplacé localement pour 7 000. Ce type de résolution de problèmes laborieuse, au cas par cas, définit l'approche de Cuba pour maintenir son infrastructure vieillissante pendant des décennies. Dans les moulins à sucre, cette improvisation prit une qualité presque artistique. Comment faire tourner une locomotive quand l'usine qui l'a construite refuse de vous vendre un seul boulon? On apprend à fabriquer le boulon soi-même. Des mécaniciens qui avaient appris leur métier de la génération précédente maintenaient les locomotives de fabrication américaine en marche en fabriquant des pièces dans des ateliers sur place, en adaptant des composants de l'ère soviétique aux conceptions américaines, et dans certains cas, en usinant tout simplement des pièces de remplacement à partir d'acier brut sur des tours qui étaient eux-mêmes vieux de plusieurs décennies. Les wagons qui transportaient la canne à sucre, pour la plupart également de fabrication américaine, roulaient sur des bogies à barres d'arceaux avec des freins qui souvent ne fonctionnaient pas. À Rafael Freire, les wagons n'avaient pas de frein du tout. Les freins à vapeur de la locomotive étaient la seule puissance de freinage pour l'ensemble du train. Quand l'Union soviétique intervient comme principal partenaire commercial de Cuba, elle fournit du matériel de remplacement pour le réseau national, livrant plus d'une centaine de locomotives diesel TE-114K entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980. Mais les chemins de fer des moulins à sucre, c'était une autre histoire. Ils étaient trop petits, trop spécialisés et trop dispersés pour un programme de remplacement centralisé. Les lignes de plantation à voie étroite, dont beaucoup avaient été construites sur des voies posées dans les années 1880, continuaient de faire rouler leurs locomotives à vapeur américaine d'origine, parce qu'il n'y avait tout simplement rien d'autre de disponible. Les Soviétiques ne fabriquaient pas de locomotives à vapeur à voie étroite. Plus personne n'en fabriquait. Si vous appréciez cette plongée dans l'histoire ferroviaire, pensez à vous abonner. Nous couvrons des histoires comme celle-ci chaque semaine où des machines oubliées et une histoire méconnue révèlent quelque chose de plus grand que ce à quoi on s'attendrait. Puis l'Union soviétique s'effondra en 1991 et Cuba perdit sa bouée de sauvetage économique une fois de plus. La période qui suivit, connue sous le nom de période spéciale, dévasta l'économie. Le carburant devint désespérément rare, les machines tombèrent en panne sans remplacement en vue, et le rationnement alimentaire revint à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis les premières années de la Révolution. Mais voici la partie qui surprend même les historiens ferroviaires les plus expérimentés. Les locomotives à vapeur des plantations sucrières continuèrent de fonctionner à travers tout cela, parce que les machines à vapeur peuvent brûler presque n'importe quoi, y compris la bagasse, le résidu fibreux qui reste après le broyage de la canne à sucre. La récolte même que ces machines étaient construites pour transporter produisait aussi le combustible pour les faire tourner. C'était une boucle fermée accidentelle qu'aucun ingénieur chez Baldwin n'avait jamais prévue, mais qui s'avéra être la clé pour maintenir la vapeur en vie sur les chemins de fer de plantation. C'est là que l'histoire prend un tournant que personne dans l'industrie ferroviaire n'avait anticipé. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Cuba était devenu quelque chose qui n'existait plus nulle part ailleurs sur Terre. Un endroit où le transport de fret ferroviaire à vapeur était encore une réalité quotidienne de travail. Pas une attraction touristique, pas une exploitation patrimoniale. De vrais chemins de fer, faisant un vrai travail, transportant de vraies marchandises sur du matériel vieux de 70, 80, 90 ans. Et le monde s'en aperçut. Les passionnés internationaux de la vapeur, ce genre de fervents amateurs de trains prêts à voyager n'importe où sur la planète pour voir et photographier de la vapeur en activité, commencèrent à faire des pèlerinages à Cuba. Le moulin à sucre de Rafael Freire, anciennement connu sous le nom de Central Santa Lucia, dans les collines au nord-est de Holguín, devint la destination la plus célèbre. Son réseau à voie étroite s'étendait sur près de 25 km à travers certains des paysages les plus spectaculaires de l'île, traversant de petits hameaux agricoles et grimpant à travers des collines luxuriantes couvertes de canne à sucre. La flotte se composait de locomotives Baldwin 280 construites entre 1905, pendant la Zafra. Les visiteurs pouvaient regarder ces machines tracter de longs trains de wagons de canne, chargés sur des pentes raides, la fumée noire s'élevant au-dessus des collines vertes, s'arrêtant à des points de chargement isolés, appelés acopios, pour collecter d'autres wagons, et rampant vers le moulin à mesure que les trains s'allongeaient à chaque arrêt.
Le trajet depuis l'extrémité de la ligne à Uvilla jusqu'au moulin pouvait prendre des heures, l'équipage attendant à chaque point de chargement, pendant que les ouvriers transféraient la canne depuis des tracteurs de fabrication russe dans les wagons. Un endroit photographique en particulier, connu parmi les amateurs de trains sous le nom des 5 collines, tiré depuis barge, offrait un point de vue d'où l'on pouvait observer un train chargé serpenter à travers le paysage pendant plusieurs minutes, alors qu'il progressait vers le moulin. Des passionnés de vapeur voyageaient depuis l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Japon pour cette seule vue. Prêtez attention à ce prochain détail, car il explique tout sur la raison pour laquelle ces locomotives ont duré aussi longtemps. Ce n'étaient pas des machines de musée polies et restaurées, c'étaient des machines de travail, couvertes de suie et de résidus de canne à sucre, entretenues par de petites équipes, qui comprenaient leur locomotive comme un fermier comprend un tracteur qui est dans la famille depuis des générations. Certaines des plus anciennes locomotives que les visiteurs rencontraient dataient de 1903. Les plus récentes venaient du milieu des années 1920. Chacune d'entre elles avait été construite à Philadelphie ou à Schenectady ou dans quelque autre ville industrielle qui avait depuis longtemps cessé de fabriquer des locomotives à vapeur. Mais cette fenêtre sur une histoire ferroviaire vivante était en train de se refermer. Le commerce du sucre qui avait défini l'économie de Cuba pendant des siècles était en déclin depuis des décennies. Les prix mondiaux du sucre chutèrent. Des producteurs concurrents au Brésil et en Thaïlande supplantèrent la production cubaine. Des moulins fermaient à travers l'île, et à chaque fermeture de moulin, ces locomotives se taisaient. Certaines furent ferraillées pour le métal, d'autres furent laissées à rouiller dans des cours envahis par la végétation, où la flore tropicale les engloutissait lentement. Quelques-unes furent sauvées pour être exposées dans des musées. Le musée ferroviaire de La Havane, ouvert en 2000 dans l'ancienne gare Cristina près du marché des Cuatro Caminos, abrite plusieurs machines survivantes, dont la Junta, une locomotive construite en 1842 dans le New Jersey, qui est la plus ancienne locomotive préservée du pays. Avec plus de 180 ans, la machine conserve encore nombre de ses composants d'origine, un témoignage de la qualité de la fabrication américaine du milieu du 19e siècle. Ces dernières années, Cuba a cherché au-delà de ses contraintes héritées de la guerre froide pour moderniser son réseau ferroviaire. La Chine a livré plus de 100 locomotives diesel entre 2006 et 2010. La Russie a signé des contrats pour de nouvelles locomotives et des wagons de marchandises. La SNCF française a conclu un accord en 2018 pour aider à moderniser les ateliers de maintenance et former les travailleurs cubains aux techniques de réparation modernes. Mais ces efforts ont été compliqués par l'embargo américain persistant, l'instabilité économique et l'ampleur même du problème d'infrastructure. Les trains du réseau national roulent encore en moyenne à 50 km/h dans le meilleur des cas. Les pannes peuvent bloquer les passagers pendant 6 heures ou plus. Quand des ingénieurs français arrivèrent pour évaluer la flotte de locomotives à Saint-Louis, ils découvrirent que des décennies d'isolement avaient créé des pratiques de maintenance différentes de tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant. Un système entièrement bâti sur la mémoire institutionnelle et des solutions artisanales, plutôt que sur des manuels et des spécifications d'usine. Et c'est le moment où cette histoire a cessé d'être une histoire de chemin de fer, pour devenir quelque chose de plus grand. Les locomotives à vapeur américaines, qui ont autrefois défini les chemins de fer de Cuba, sont pour la plupart silencieuses maintenant. Une poignée voit encore un usage occasionnel sur les chemins de fer des plantations sucrières ou effectuent de courtes excursions touristiques pour les amateurs de trains en visite. Mais l'ère du service quotidien de fret à vapeur, à travers la campagne cubaine, est essentiellement révolue. Les derniers endroits sur Terre où l'on pouvait voir de manière fiable des locomotives à vapeur gagner leur vie en service commercial se sont réduits à quelques exploitations dispersées en Chine, en Corée du Nord et en Bosnie. Et même celles-là s'éteignent. Ce qui reste à Cuba est quelque chose de plus difficile à mesurer que des inventaires de locomotives ou des kilomètres de voies. Que se passe-t-il dans la relation d'un pays avec ses propres machines quand la politique lui retire toutes les options sauf celle de se débrouiller? La réponse est inscrite dans les sols d'atelier et les chaufferies de chaque moulin à sucre qui a maintenu ces locomotives Baldwin en vie. Les mécaniciens ferroviaires cubains n'ont pas préservé ces machines Baldwin et Alco, parce qu'elles étaient historiquement importantes. Ils les ont préservées
parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ce faisant, ils ont accidentellement créé l'un des chapitres les plus remarquables de l'histoire mondiale du chemin de fer. Les locomotives n'ont pas survécu parce que quelqu'un a décidé qu'elles méritaient d'être sauvées. Elles ont survécu parce que le monde a changé autour d'elles et qu'on avait encore besoin d'elles. Il y a quelque chose de discrètement obstiné dans une machine qui survit à l'empire qui l'a construite, à la révolution qui l'a saisie, et à l'embargo qui a tenté de l'affamer de pièces détachées, et qui continue simplement de faire son travail. Un chargement de canne à sucre de plus, un voyage de plus jusqu'en haut de la colline, une saison de plus. Si cette histoire vous a fait réfléchir au chemin de fer, à l'histoire ou à la technologie d'une manière inattendue, la vidéo à l'écran plonge plus profondément dans un autre chapitre que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Cliquez dessus, maintenant.